on a tendance à vachement féliciter sur les résultats, ce qui, me semble-t-il, est efficace quand on le fait de façon espacée et pour une équipe entière, ça pour un très grand collectif. Parce qu'évidemment, là, pour le coup, sur une année, pour l'ensemble d'une entreprise, ça fonctionne parce que tout le monde peut y trouver une forme de fierté. Mais la plupart du temps, il vaut mieux féliciter sur des effets produits. Et les effets produits, c'est vraiment de la physique, hein. C'est la science physique, c'est-à-dire je décris une action qui a eu un effet. Genre, écoutez, je réunis mon équipe qui a fait un super boulot, voilà, je voulais vous parler du boulot que vous avez fait la semaine dernière, je vous ai vu travailler comme ci, comme ça, et je sais pas si vous avez remarqué, mais en face de vous, du coup, par rapport aux autres fois, les gens étaient moins agressifs, plus comme ça. Et je pense qu'il y a un lien entre votre action et le truc. En gros, vous avez fait quelque chose, ça a changé quelque chose, et moi je vois un lien entre les deux. Bonjour à tous, salut Pat. Salut Carline. Comment ça va? Ça va très bien. Tu me demandes pas moi comment je vais? Si, toi tu vas bien? Écoute, ça va, ouais super. Cool, on va bien tous les deux. On démarre cette table ronde avec entrain. Avec entrain et une bonne humeur. Aujourd'hui, on va parler de célébrer les victoires et les fiertés en entreprise dans le management, mais surtout célébrer au juste ton, parce que on s'est rendu compte que parfois une célébration, une victoire qui tombe un peu à côté, en fait c'est presque contre-productif. J'avais très envie qu'on parle de ça aujourd'hui parce que Parce que c'est un très bon sujet. Alors, dans l'absolu, c'est un bon sujet, carrément. C'est rare quand même qu'on ait des mauvais sujets. Et moi, tu sais que je te coupe, mais c'est un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur parce que je trouve que c'est un sujet qui est injustement sous-estimé. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que c'est facile. En vrai, c'est pas facile. Carrément. Et moi, j'ai plein de mauvaises expériences, de trucs positifs que j'ai essayé de faire et qui n'ont pas marché. Et qui n'ont pas marché. Et donc. Tu veux nous en raconter? Oui, s'il te plaît. Non, mais je trouve ça difficile en vrai. Je trouve ça difficile même quand on a vraiment les meilleures intentions du monde. Ouais, carrément. Et moi, il y a pas plus tard à 15 jours, lors d'un séminaire avec une équipe. Donc, je démarre ma journée de séminaire justement avec l'idée que trouver des fiertés dans ton année, c'est pas si compliqué. Et en fait, au bout de 15 minutes de grand silence, je leur dis bon, vous trouvez comment l'exercice là de vous concentrer un peu sur ce qui s'est passé et de me lister vos réalisations, vos fiertés. Et les 3 personnes devant moi me disent mais en fait, on n'y arrive pas. Et c'est terrible parce que du coup, la conclusion, c'est que si on n'a rien à célébrer, ça veut dire qu'on n'a aucune victoire, ça veut dire qu'on n'a aucune réussite, ça veut dire qu'on n'est pas épanoui. Enfin, vraiment, genre là, il était 9h30. Je me suis dit, bon, la journée va être cool. Voilà. Et donc, c'est pas évident. Et j'espère que ton client nous regarde, du coup. J'espère aussi, je leur passe le bonjour. Voilà. Et non, il faut qu'on en parle et on va essayer d'être aussi pédagogue et illustré que possible pour vous donner des tips pour essayer de réussir cet exercice pas si facile. Ouais, en voyant des cas de figure un peu différents. Exactement. Avant de rentrer dans des cas un petit peu, on va dire, extrêmes ou symboliques, l'idée, on va dire, principale sur comment on célèbre au juste ton les victoires et les fiertés dans une équipe en tant que manager. La première idée, c'est un peu une question de curseur. Ouais, c'est un peu ce que tu me disais, peut-être tu peux un peu développer ce que tu entends par là. On n'a pas forcément toujours les mêmes points de vue, vous allez le voir sur ce sujet-là tous les deux. Par contre, on va pas se battre sur les extrêmes, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne célèbre jamais rien du tout, il va avoir des problèmes de management et il va créer des difficultés, voire des très grosses difficultés parfois dans son équipe et c'est grave, il faut faire attention, donc jamais c'est pas possible. Et au contrario, quelqu'un qui célébrerait tout le temps dans un excès de oh c'est trop bien, c'est d'optimisme et tout. Voilà, sans qu'il y ait véritablement de fond et de trucs, la célébration perd complètement de son sens, devient factice, voire semble manipulatoire, même si c'est pas toujours le cas, et ça marche pas mieux. Quand je dis que c'est une question de curseur, c'est jamais c'est pas bien, beaucoup trop c'est trop. Donc après la question c'est comment t'ajustes. On a tous un caractère, il y a des caractères qui célèbrent un peu plus, des caractères qui célèbrent un peu moins, très bien. Mais comment t'ajustes pour avoir le meilleur résultat par rapport à qui tu es. Mais je trouve ça quand même intéressant de dire dès le début les 2 extrêmes sont négatifs parce que jamais célébrer avec son équipe en tant que manager, c'est évident que ça peut être délétère, mais c'est un peu contre-intuitif de se dire que trop célébrer ou là on déborde presque sur le sujet un peu des feedbacks positifs, mais quand tu veux en tant que manager pointer du doigt une réussite de quelqu'un de ton équipe, intuitivement on se dit pas que ça pourrait être contre-productif. Si, alors on y reviendra sur le point individuel, mais vous l'avez tous ressenti si vous avez participé à une grand-messe dans une entreprise avec un grand patron qui disait cette année a été absolument géniale et qu'il aligne des trucs extraordinaires avec plein de grands mots, etc. et que ça vous ne vous retrouvez pas du tout dans l'année telle que vous l'avez vécue. Du coup,
objectivement, tu regardes son slide et son discours, tu te dis c'est hyper positif, mais en fait, émotionnellement, ça te touche Ouais, pas. ça te génère pas l'effet qui est censé être escompté sur un... Voire ça te génère l'inverse, et putain, il était pas là, mec, on vit pas dans le même monde. Non seulement il était pas là, et moi, du coup, je me reconnais pas dans les victoires. Donc, ça renforce encore plus le côté, mais moi, qu'est-ce que... Exactement. Enfin, j'ai eu que des échecs, en gros, si je caricature. Et ça, c'est un phénomène que tu vas vivre au niveau collectif, mais qu'en fait, on va vivre dans la relation managériale aussi à deux, qui est, si je te fais jamais aucun feedback positif, au bout d'un moment, tu vas finir par penser que tu fais que de la merde ou que j'en ai rien à foutre, que ça m'intéresse pas et ça va être une catastrophe. Si par contre, à chaque fois que tu prends ta tasse pour boire un coup, je te dis « Ah bah génial, putain, tu la prends très vachement bien, c'est super, qu'est-ce que tu habiles, etc. » En vrai, évidemment, je dégrade énormément la valeur de mes mots parce que j'en fais trop et que, du coup, ça n'a plus de sens et que tu vas te dire, ok. Donc, en fait, il veut me plaire ou se montrer gentil, etc. Mais en fait, il y a pas de fond. Il y a pas de fond, ouais. Dans la relation. Donc, du coup, voilà, les deux extrêmes, ils fonctionnent pas à cause de ça. Mais du coup, par curiosité, au début, quand tu disais que tu avais des exemples de trucs que tu as testés pour célébrer et que ça s'est foiré, du coup, tu aurais un exemple à nous donner là pour illustrer ce qu'on dit? Bien sûr. Un jour, j'ai fait une évaluation annuelle avec une consultante qui se reconnaîtra, je vais pas la citer, extrêmement bonne. C'est-à-dire qu'on lui a dit, c'est vachement bien, l'année c'est comme ça, on est hyper content. En fait, avec une augmentation très significative à la clé, c'était l'époque où on décidait, nous, des augmentations, quoi. Et elle l'a hyper mal pris parce qu'elle n'avait pas vécu ça. Elle avait l'impression de pas le mériter, du coup? Elle avait l'impression de pas le mériter, qu'on en faisait trop, que machin, et ça a créé une perte de motivation relativement longue. C'est un cas assez extrême, mais ça m'a marqué, enfin, tu vois, ça m'a marqué de quelques années. Et oui, et ça m'arrive assez souvent, tu vois, assez souvent, non pas si souvent que ça, mais de faire un feedback positif et de me rendre compte qu'il génère l'effet inverse. Et t'as envie de le récupérer, quoi. Ah non, contre Z. Je voulais être sympa. Ça, ouais, moi, ça m'arrive. Je pense que ça va t'arriver aussi, hein, mais voilà, de pas rencontrer l'autre, en fait. Mais du coup, je trouve l'idée là qu'on peut déjà en retirer, c'est quand tu veux célébrer quelque chose, éviter au maximum les généralités. Et je dis pas que vous l'avez fait, je faisais pas partie de cet entretien-là, mais essayez de donner des exemples très factuels, très concrets, et essayer de célébrer, non pas forcément le résultat final, parce que du coup, ça donne un côté très binaire de soit c'est réussi, soit c'est raté, mais de célébrer des trucs précis. Donc je sais pas, j'ai une image d'un escalier en tête, de donner un peu des marches. Et ça, c'est certainement vrai dans le cas dont tu parles, mais je pense que c'est particulièrement vrai sur un cas précis qui est pour les fonctions transverses ou les fonctions support, où par définition, c'est des métiers qui sont moins proches du résultat final. Par exemple, quand t'es commerciaux, t'as tes chiffres de vente, etc. Et en fait, dans des métiers, nous, on est un peu en transverse, du coup, vu qu'on est consultant, on est toujours à l'extérieur, donc le succès de nos clients, c'est toujours notre succès mais indirect, et du coup particulièrement je pense quand on a en face de nous des métiers qui sont un peu à côté, donc voilà, soit des fonctions transverses, soit des fonctions support, essayer de donner des marches intermédiaires, en fait, faire reposer la fierté des gens sur des jalons un peu pas attendre que l'objectif, un peu l'idéal final soit atteint, parce que déjà il est pas forcément atteint, et puis en plus il est atteint mais de manière indirecte. Ouais, il y a un exemple tout bête qui, je pense, pas parler à tout le monde, même si vous n'êtes pas dans une équipe RH. Par exemple, si tu lis ton objectif d'absentéisme à ta performance de ton équipe RH, tu vois. On pourrait faire ça parce que c'est un sujet RH. Mais évidemment, l'absentéisme, par exemple, c'est un problème qui a plein de causes. Ça peut avoir des causes RH ou pas. Oui, mais pas uniquement. Pas uniquement. Donc si par exemple, ton absentéisme est très faible ou a beaucoup baissé, etc., et que tu vas féliciter ton équipe RH et célébrer la victoire, elles savent très bien que c'est pas que leur victoire. A contrario, t'as une hausse de l'absentéisme, etc. Sauf cas exceptionnel, l'équipe RH, elle est peut-être une des causes, mais elle est rarement la cause du problème. Et donc, la félicitation, ça nécessite souvent de la précision, comme tu dis, et d'arriver à un petit peu décortiquer. Alors, moi aussi, j'essaie de pas... tu me diras ce que t'en penses. Toi, je pense que t'as besoin aussi qu'on décortique quand on te fait des feedbacks positifs, mais moi, j'essaie d'un petit peu décortiquer. Après, il y a des fois où c'est trop difficile, et je pense qu'il y a des fois où aussi, il faut... Enfin, en tout cas, moi, ma pratique, c'est de dire, il y a un moment où, tant pis, je fais quand même mon feedback, même si je vois bien que j'y arrive pas à être parfait, parce que j'y arrive pas. Enfin, tu vois, il y a un truc où parfois les gens sont trop exigeants avec eux-mêmes, et on n'arrive pas à rencontrer un truc. Mais quand même, être précis, chercher le détail en fonction transverse, mais d'une façon générale, et dire voilà, ça à ce moment-là, j'ai trouvé que c'était vachement bien. Et moi, j'ai un tout petit truc, c'est l'effet produit.
Ouais, carrément. J'allais en parler. C'est clair. Surtout dans des métiers où tu peux pas déterminer de la victoire ou de l'échec juste sur en gros une grille d'objectifs très précis, très chiffrée. Se poser la question de ok, là tu vas animer telle réunion avec je sais pas, tes nouvelles recrues par exemple, si t'es dans une équipe RH, j'en sais rien. Les gens ressortent de cette réunion. Il y a quoi qui a changé chez eux? Ton état d'esprit, le contenu, évidemment, ça compte aussi, ton énergie à ce moment-là, ton relationnel, ta posture, ça génère quel effet chez ton interlocuteur? Ouais. Et ça, pour le coup, c'est, je pense, des bons objectifs à se fixer pour pouvoir ensuite mesurer la progression et, quand progression il y a, la célébrer et en faire une vraie victoire. C'est vraiment hyper utile de se concentrer sur l'effet produit. Surtout, encore une fois, je pense pas uniquement, mais surtout quand tu as des fonctions transverses qui font de l'animation de réseau, par exemple. Parce que c'est des métiers où une grande partie du boulot, c'est du relationnel. Et en fait, tu peux pas d'un côté avoir des objectifs très court terme. Par exemple, le taux d'absentéisme ou pour le client que j'ai en tête, c'est par exemple le taux de visite dans des showrooms. C'est des objectifs, mais c'est pas vraiment des objectifs, c'est des indicateurs de suivi. Donc tu peux pas faire reposer ta fierté sur super, on a 3% d'absentéisme en moins. Enfin, il y a tellement de facteurs. Mais tu peux pas faire reposer la fierté uniquement sur ça. Et comme je le disais, tu peux pas attendre que ton idéal de c'est quoi pour une équipe RH l'idéal que je sais pas, tout le monde soit heureux dans la boîte, épanoui, se développe. Enfin, c'est hyper vaste, tu vois, c'est intangible. Et du coup, faut vraiment réussir à trouver une sorte d'équilibre entre les deux. C'est ça, d'intermédiaire entre les deux. Ce qu'on est en train de se dire et soyez attentifs si vous étiez en train de faire autre chose, mais c'est hyper important, c'est que on a tendance à vachement féliciter sur les résultats, ce qui, me semble-t-il, est efficace quand on le fait de façon espacée et pour une équipe entière, ça pour un très grand collectif, parce que évidemment là, pour le coup, sur une année, pour l'ensemble d'une entreprise, ça fonctionne, parce que tout le monde peut y trouver une forme de fierté. Mais la plupart du temps, il vaut mieux féliciter sur des effets produits. Et les effets produits, c'est vraiment de la physique, c'est la science physique, c'est-à-dire je décris une action qui a eu un effet. Genre, écoutez, je réunis mon équipe qui a fait un super boulot. Je voulais vous parler du boulot que vous avez fait la semaine dernière. Je vous ai vu travailler comme ci, comme ça. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en face de vous, du coup, par rapport aux autres fois, les gens étaient moins agressifs, plus comme ça. Et je pense qu'il y a un lien entre votre action et le truc. En gros, vous avez fait quelque chose, ça a changé quelque chose. Et moi, je vois un lien entre les deux. Et ce qui est hyper important dans ce que tu dis pour moi, c'est la petite phrase, je sais pas si vous avez remarqué, parce que je trouve que c'est là tout l'intérêt d'avoir un manager et donc quelqu'un d'externe qui te manage, c'est la définition de manager. C'est que souvent, quand c'est toi qui anime la réunion, quand c'est toi, même moi, je le vois en tant que manager en partie par toi, quand c'est moi qui vais animer un atelier, en fait, je me rends pas forcément compte de quel effet je produis. Et du coup, effectivement, ça m'a vraiment fait tilter ton petit bout de phrase de je sais pas si vous avez remarqué. Et en fait, je pense que souvent les gens ne le remarquent pas. Et donc, du coup, là, ça donne vraiment du poids à la victoire que tu vas souligner ou au feedback positif, quoi. Et c'est particulièrement vrai quand on manage quelqu'un, par exemple toi, qui est assez exigeante avec soi, ou vous vous rendez compte qu'il y a plein, et il y a pas que toi, il y a plein de gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes, qui fait que, parce que le moment qu'ils ont fait n'était pas parfait, ils se jugent un peu sévèrement. Et je trouve que le rôle du manager, pour moi, c'est pas d'aller dans ce sens-là, même s'il y a des choses imparfaites et qu'il faut les reconnaître, mais c'est quand même de dire, attends, toi, tu mesures ce que t'as oublié de faire ou ce que t'as mal fait, moi, je mesure ce que t'as fait de mieux ou ce sur quoi t'as progressé. Et je te le prouve par les effets produits. Et ça, c'est assez intéressant, je trouve, d'avoir ce réflexe de l'effet produit et de garder la félicitation très globale sur les résultats pour des moments très collectifs relativement éloignés. Je dis à l'année, c'est peut-être tous les 6 mois, mais en tout cas, il faut qu'il y ait l'indicateur, l'objectif final. Si vous le faites trop souvent, c'est abstrait en fait. Le chiffre d'affaires, il dépend de plein de gens, la qualité, elle dépend de plein de gens, etc. Donc ça, c'était un peu notre cas, on va dire, général, et puis appliqué à des fonctions support, ou en tout cas appliqué à des processus sur lesquels on peut pas avoir, qui n'est pas un processus pur de vente. T'as vendu le produit, t'as marché. Voilà, je pense que c'est intéressant de faire comme ça. On avait en tête une deuxième situation où on se dit que célébrer avec son équipe les victoires, c'est pas toujours évident, c'est sur les projets sur le long terme. C'est un peu lié à notre point d'avant de forcément on a tendance à attendre que le projet aboutisse avant de se dire ok c'est bon, on fait péter le champagne ou symboliquement parce que on ne peut pas boire de l'alcool dans toute situation professionnelle, attention. On mettra un petit bandeau. Voilà.
Et En fait, manger plusieurs fruits par jour, je sais plus. C'est 5. 5, Ouais, 5, hein, c'est ça. Ouais. Locaux de saison, les fruits. Les locaux de saison, putain. Pas de fraises en décembre. Pas de fraises en décembre. Les projets longs, c'est hyper épuisant par définition. Si tu attends la finalité, déjà, t'es même pas sûr que ton projet il réussisse à la fin. Et quand bien même il réussit, si ton projet c'est un truc IT, ça dure 3 ans, tu fais rien pendant 3 ans, tu célèbres rien pendant 3 ans. Et quand on se le dit comme ça, je me dis, mais non, mais tout le monde, en fait, personne fait ça. Mais en fait, on le voit vraiment des équipes qui s'en rendent pas forcément compte que leur projet il est retardé, etc. Et en fait, perpétuellement, ils attendent que leur projet sorte, que par exemple, dans une équipe de recherche, que leur projet soit mis sur le marché pour vraiment célébrer. Mais du coup, ça fait un effet tunnel de ma boule, quoi. Je pensais à l'effet tunnel, c'est Charlie qui très souvent chez nous parle de l'effet tunnel et dit faut faire vraiment attention, vous faites pas ça, vous allez vraiment vous retrouver comme un hamster dans sa roue, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on fait beaucoup d'efforts et on avance très peu, ou en tout cas on a le sentiment de peu avancer. La célébration, elle sert à manifester l'avancement. Alors évidemment, quand on a réussi le projet, qui plus est quand on est dessus depuis 10 ans, tu peux faire une fiesta énorme, d'accord. Mais en vrai, l'avancement doit être marqué très très souvent. C'est un peu pour ça qu'on a pris ce bouquin. Il essaie de faire son palais, et quand ça n'avance pas, parce que pour plein de raisons, il est désespéré, et quand ça commence à avancer, il est heureux. Bon, lui, il a les crocodiles au bout, donc en plus, c'est assez concret comme problème. Une petite menace, quoi. Une motivation. C'est important ce truc de projet long. Moi, j'ai un exemple qui est un archétype de ça. Je travaillais il y a quelques années pour Engie, dans le secteur, tu sais, de la pose d'éoliennes. Entre le moment où tu te dis, tiens, je mettrais bien des éoliennes là, dans le sud d'Orléans, et le moment où l'éolienne tourne et produit de l'électricité, il y a entre 7 et 10 ans. Et il y a plein de moments où ça peut s'arrêter complètement. Et donc en fait, le truc, c'est que soit tu te dis, ok, je vous féliciterai quand l'éolienne produira ses mégawatts, à la limite, je vois un autre moment, c'est à la limite le permis de construire. Oui, qui est un jalon un peu symbolique, mais qui arrive au bout de combien de temps ? Le permis de construire, sur les 8 ans, il arrive au bout de 6, tu vois. Ouais. Ça fait beaucoup, 6 quand même. Donc ça fait 6 ans. Donc là, en fait, t'es un peu condamné, et on avait eu la discussion avec la manager de comment tu fais pour féliciter. Et là, du coup, en pratique, tu décorrèles ton rythme t'es bien obligé. de ton projet. T'es bien obligé d'avoir un truc où tu vas commencer à parler du comment, et où tu vas estimer que cette action, elle a été bien faite, quand bien même le résultat est toujours aussi incertain. Et sur une durée de 12 mois, la probabilité de succès sur un projet d'éolienne peut ne pas augmenter d'un seul %. Et du coup, en pratique, parce que l'idée, en fait, derrière ça, c'est souvent, on le dit à nos clients, décorréler le rythme des résultats du projet de l'animation de votre projet, ou pour le dire autrement, décorrèle le rythme de ton projet et le rythme humain, ou même souvent on préconise d'avoir des sortes de vagues qui durent 3 mois. Donc tous les 3 mois, tu fais un petit coup de rétro, tu marques l'avancement, etc. Ça, c'est un peu l'idée presque théorique. C'est tout à fait Astérix pour moi. C'est-à-dire que le projet d'Astérix, c'est-à-dire l'équivalent des éoliennes, c'est de repousser les Romains. Mais ça, c'est infini presque. C'est pas 10 ans, mais c'est infini presque. Et donc, entre les deux, il y a des aventures au cours de laquelle Astérix et Obélix repoussent les Romains. Ils le font pas définitivement, ils le font pour le moment. Et donc, on célèbre à la fin, vous connaissez l'image, dans le petit banquet. Quand on fait ça appliqué à un projet d'éolienne, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que je vais décider de mon rythme de 6 mois, par exemple. Donc, je vais faire un banquet, donc un moment où on se retrouve tous les 6 mois raisonnablement festif, pendant laquelle on va faire en sorte que les gens racontent leurs accomplissements, leurs avancements des 6 mois. Et c'est pour ça que tu parlais de rythme humain. C'est que en 6 mois, je n'ai peut-être pas fait beaucoup avancer l'éolienne, mais moi, j'ai travaillé. Bah oui. Et du coup, tu célèbres ça, tu célèbres la progression, quoi. Et si j'ai travaillé normalement, je vais prendre l'hypothèse d'un salarié normalement impliqué, il n'a pas travaillé pour rien, donc il a avancé. Et paradoxalement, parfois, il a avancé jusqu'au refus du projet. C'est-à-dire jusqu'au refus du projet. Tu sais, dans un projet d'éolienne, tu passes un certain nombre de steps, une faisabilité technique, une faisabilité, et puis en pratique, le truc ne peut une pas acceptation locale et tout. Mais quand tu arrives à ce projet, il n'est pas faisable dans ce terrain-là pour telle et telle raison, c'est pas nécessairement un échec. Enfin, je veux dire. Pour les gens qui ont travaillé, ils sont probablement malheureux parce qu'ils se sont mis mais tu peux pas le célébrer comme un échec. C'est une étape et toutes les étapes ne sont pas systématiquement passées. C'est le cas par exemple aussi dans l'industrie pharma où tu peux bosser des années sur la création, l'invention d'une molécule puis d'un médicament. Et en fait, si les marchés publics, pour des raisons sanitaires ou autres, refusent la mise en marché, là c'est pareil, du coup tu peux avoir la sensation d'avoir bossé des années entre guillemets pour rien, quoi. Ouais, exactement. Et là c'est même tu vois, moi j'ai vu là, on l'a vu chez Sanofi avec Hélène
beaucoup Hélène qui nous en parle de temps en temps, c'est que chez Sanofi, ils développent des molécules, et là, dernièrement, il y en a une qu'ils ont arrêtée parce qu'ils ont eux-mêmes considéré que, en fait, elle avait pas assez d'effet, quoi. Ouais. Donc c'est pas la peine d'aller, tu vas même pas jusqu'à la mise d'autorisation sur le marché, c'est-à-dire que tu te dis, ok, ma molécule ne marche pas. Sauf qu'en l'occurrence, j'ai peut-être bossé 5 ans dessus. Ça fait partie, tous ces métiers, c'est compliqué. Et pour moi, c'est une culture qu'il faut développer. Vraiment de décorrélation du résultat avec l'action. Et évidemment, quand on a une molécule qui arrive sur le marché, évidemment, quand j'ai une éolienne qui tourne, etc. On n'est pas en train de dire qu'il faut pas célébrer les résultats non plus. Bien sûr qu'il faut le faire. Il faut pas le faire. Il faut pas faire que ça. Bien sûr qu'il faut le faire, mais si tu fais que ça, c'est très compliqué et tu peux avoir des gens qui ont vraiment l'hamster dans la roue, quoi. Et je reprends ton exemple du banquet où tu disais, là concrètement, ce que peut faire le manager, c'est faire raconter. Nous, on le voit bien dans nos démarches d'accompagnement, des fois on le fait, bon c'est entre guillemets un peu plus facile parce que comme on est extérieur, du coup c'est nous qui proposons l'animation d'une journée de séminaire, etc. En pratique, on peut se dire qu'un manager peut de lui-même rythmer son année, son projet et organiser des temps. On parle pas forcément de prendre 3 jours pour faire un séminaire, hein. On se parle de quoi? Des fois, ça peut être un petit temps de 2 heures où tu demandes à tes équipes de ne pas parler d'opérationnel et juste de prendre un peu de hauteur sur OK, où est-ce qu'on en est. Donc, je reprends un peu ce cas-là. Qu'est-ce que tu fais si, en pratique, t'as des personnes qui ont été, entre guillemets, même si c'est pas binaire, vraiment en échec, qui ont eu des effets produits qui étaient pas ceux escomptés, qui étaient un peu à côté de la plaque, parfois sur aussi plein de sujets techniques, t'as des personnes qui ont pas forcément les compétences pour aboutir à ce dont on a envie. Du coup, comment tu gères ça en tant que manager dans des moments collectifs comme ça? La plupart du temps, je célèbre pas. Enfin, si c'est vraiment un échec généralisé, pour le coup, je vais pas célébrer. Hein. C'est-à-dire qu'il faut quand même qu'il y ait une part de victoire. Sinon, on revient dans notre cas de curseur extrême de je célèbre alors qu'il y a aucun truc. Donc, quand on a vraiment une équipe qui est en très grande difficulté, il faut la réunir dans un banquet, pas au sens de la bouffe, mais au sens du moment. Mais on va pas le faire pour célébrer, on va avoir quelque chose de plus retenu, où on va se parler, on va faire peut-être une analyse de l'échec, etc., etc. Je mets un peu de côté vraiment le cas individuel de quelqu'un qui serait vraiment en très grande difficulté personnelle, parce que c'est pas tout à fait le sujet de notre discussion, et on pourrait avoir une discussion complète là-dessus. Mais en tout cas, quand on va avoir ça en marge d'une équipe ou de plusieurs personnes, on va d'abord mesurer la célébration. C'est-à-dire soit on ne célèbre pas, mais on fait quand même le banquet. Sauf que c'est pas un banquet de célébration, c'est un petit peu moins facile, mais c'est aussi, il faut savoir se parler de nos échecs, tu vois, dans la vie. Donc, il faut pas que ce soit un tabou. Donc, on se réunit quand même, parce qu'on avait décidé qu'on se réunissait tous les 6 mois. Et on va se parler de, on va pas se mentir, sur le projet, c'était compliqué. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Et puis après, je vais essayer d'extraire, parce que par exemple, si je prends mon exemple de 6 mois, oui, je peux avoir un échec objectif de non-atteinte de résultats, etc., etc. Mais c'est un peu ce qui nous arrive dans une usine qu'on accompagne là en Normandie, c'est que ils ont objectivement des mauvais résultats, mais ils sont tellement obnubilés par les mauvais résultats qu'ils oublient tous les efforts qu'ils font, qu'ils oublient toute l'énergie qui passe. Et donc le minimum, c'est pas de célébrer, ça serait très déplacé, mais c'est de reconnaître pour le coup et de dire, voilà, on n'a pas les résultats, mais on n'a pas tout fait mal. Et on essaie de se dire ce qu'on a fait bien. Et on essaie de se rappeler que quand on fait bien, on a quand même des effets produits. Et en fait, il y a des effets produits. Ils sont insuffisants, ils sont mal placés, ils sont tout ce que tu veux. Mais on a quand même des effets produits. Donc là encore, pour moi, la solution quand on est dans une crise, c'est de se calmer, c'est de se poser. Et pour se calmer, il faut être capable de parler de ça. Et il faut différencier l'échec et les difficultés qu'on a eues des efforts qu'on a mis en place pour essayer de réussir. C'est fou, je trouve, parce que pour de vrai, c'est pas évident. J'ai l'impression que souvent, quand on accompagne des équipes un peu sur le temps long, je trouve ça dur, et c'est un peu le titre de cette table ronde, de célébrer au ton juste. C'est vraiment pas évident d'avoir le ton juste, parce que assez rapidement, quand tu essayes de, au moins, reconnaître le travail qui a été fourni, les efforts et le progrès quand il y a eu des progrès, j'ai l'impression que très rapidement, tu peux avoir un peu une levée de bouclier de « mais on n'a pas réussi ça »,« mais j'ai été aidée », mais là tu me parles d'un truc, mais j'étais pas toute seule. Enfin, on en revient à notre histoire de curseur du début, mais franchement c'est fou. Je me dis en discutant, on a vraiment du mal, et je dis on parce que pour le coup je me mets dans le même panier que les clients qu'on accompagne. On a du mal à, d'une part, vraiment souffler, se dire non mais ok les gars, on n'est pas au bout de nos peines, là on est encore dans le tunnel, mais quand même on peut se dire là ce qu'on a fait de bien. Et on y arrive. C'est dur, quoi. On a vraiment du mal parce qu'on a vraiment du mal à vraiment souffler, comme tu disais. Il y a vraiment un truc qu'il faut comprendre, c'est dans ces moments-là, ce qui marche, selon moi, c'est d'être extraordinairement
impliqué et proche de ce qui vient de se passer. J'avais une jeune consultante dans la boîte avant que je monte à Luz qui démarrait dans une usine à Rennes et qui, je sais pas, elle était en période d'essai, elle devait être là depuis 2 semaines, elle devait faire un entretien et elle m'avait dit mais comment je vais faire pour m'en sortir? Et je lui ai dit écoute, je sais pas, il y a qu'une seule technique que je peux te donner, c'est aime-les. Et en fait c'est ça le truc, c'est que quand tu es dans ces situations difficiles, souvent les managers ils ont pas le ton juste, et j'ai l'empathie pour ça, hein, parce que c'est très difficile comme tu dis, parce que ils sont stressés et qu'on sent plus qu'ils aiment leur équipe et le projet. Ils sont juste mais comment je vais leur dire? J'ai peur de mon chef, j'ai peur de ce qu'ils vont réagir, ils vont penser que je suis nul, etc., etc. En fait, et je suis conscient de la difficulté du conseil que je donne, c'est que à ce moment-là, vous allez réussir si vous êtes suffisamment calme pour montrer que vous êtes dedans et que vous aimez ce qui s'est passé, y compris quand c'était dur. Il y a un côté maître zen là-dedans, hein, tu vois, c'est dans Kill Bill là quand Kido elle va apprendre le kung-fu avec son vieux maître chinois là. Elle apprend le calme en réalité, elle apprend plus le calme que le sabre. Et je pense que c'est ça le truc qu'il faut. C'est peut-être ça, être un peu avoir de la hauteur, c'est être un tout petit peu sorti de la panique pour être capable de dire bon, mais de dedans, hein, pas de l'extérieur, de dedans. Ouais. Ben voilà ce qu'on a vécu. Ouais, et il faut sentir qu'on les aime les gens, sinon c'est compliqué. Et ce que tu dis, ça me fait penser. Alors ça, je pensais pas utiliser un exemple d'un truc que j'ai appris dans mes cours d'école de commerce, mais je vais le faire. Donc on peut noter ce moment. Hashtag alumni EM Lyon. Et oui. Bim. C'était un prof, je sais plus ce que c'était le cours, communication, intelligence émotionnelle, bref. Sûrement un truc très pompeux. Oui. Ouais, certainement, un peu à rallonge. Et il nous avait dit des conseils intelligence émotionnelle internationale. Ouais, certainement. Il nous avait dit que justement dans ce genre de situation, il avait vraiment illustré concrètement ton idée de vivre le moment et d'aimer les gens là avec qui on organise ce moment un peu de prise de hauteur, même s'il y a de fait pas grand chose à célébrer. Et il nous disait très concrètement, vous vous mettez à côté de votre équipe, vous ne vous mettez, s'ils sont assis, vous vous asseyez, Bien sûr. vous vous mettez pas en face, vous vous mettez à côté. Par pitié, ne faites pas de PowerPoint, ne donnez pas d'éléments chiffrés. Vous regardez simplement les gens à côté de vous et vous vous mettez sur le même niveau d'énergie. Ben oui. Et je me dis, c'est juste des petits trucs très concrets de posture, mais qui en fait peuvent vraiment faire la différence entre un ton juste pour le coup, et un moment de fausse célébration qui tombera vraiment à côté de la plaque, quoi. Et là, on parle de la célébration dans des conditions très difficiles, et plus ça va s'aggraver, plus vous aurez ça. Et moi, j'ai un autre truc que j'ai en tête, donc j'essaie d'être calme, j'essaie machin, et je sais que je risque de me tromper. C'est-à-dire que, d'abord, si je suis dans une équipe, il y a 15 personnes, 20 personnes, 100 personnes, ils n'ont pas tous le même niveau émotionnel. J'ai à peu près aucune chance que mon ton soit perçu de façon parfaite par tout le monde. Moi-même, j'ai mes émotions, elles sont fortes sur certains sujets, moins fortes sur d'autres, blablabla. Enfin bref, il y a à peu près aucune chance que je maîtrise tellement mon corps et ma parole et tout, que je dise exactement les choses avec exactement l'émotion qui va bien à ce moment-là. On n'est pas des machines. Donc moi, j'ai aussi dans l'idée que je vais pas être parfait dans ce moment-là. Et que donc, je vais peut-être pas plaire à tout le monde. Et que il y a peut-être quelqu'un qui va me dire « Ah, quand même, t'es gonflé, t'aurais pu y aller un peu plus fort, ou au contraire, dis donc... T'y allais un peu trop fort. T'es allé un peu trop fort, etc., etc. » Moi, j'admets ça. Et j'y vais quand même. T'admets dans ta tête ou t'admets, tu le dis D'abord, j'admets dans ma tête. Sinon, j'arriverai pas à admettre en général. J'admets que je risque de me tromper. Et j'y vais quand même. Et pour moi, c'est la grande erreur de la célébration. C'est que comme elle peut faire peur. On peut dire, ouais, mais il y a des chances que je me trompe. Oui, vraiment des chances. Et donc, j'y vais pas. Si la conclusion, c'est, et donc, j'y vais pas, pour moi, c'est la cata. Donc, moi, je me dis, ok, je vais peut-être me tromper, partiellement, sûrement pas avec tout le monde, mais je vais peut-être me tromper, mais j'y vais quand même. Après, effectivement, ça paraît logique de partager ça avec son équipe, mais il y a aussi des gens qui vont pas aimer ça. Ils vont dire, ah ben quand même, on aimerait trouver quelqu'un de plus conquérant, puis si je suis très conquérant, on va dire, ouais mais quand même, on aimerait trouver quelqu'un de plus proche de soi. On peut pas plaire à tout le monde. Donc en fait, le conseil un peu, quelle que soit la situation, contexte difficile, etc., c'est en tant que manager, faut tester, et presque selon d'où on vient, selon notre caractère, se dire, bah si pour moi c'est pas naturel, je vais un tout petit peu me forcer au début, et faut tester. Et après, pourquoi faut tester? Parce que, et je vais sortir peut-être une généralité, mais les managers là, vivent ça au quotidien, c'est que t'es obligé de tester pour t'adapter ensuite à chaque personne de ton équipe. Ouais. Charlie dit souvent, sans forcément l'avoir formalisé, je veux dire, j'ose espérer qu'il a pas un dossier où il écrit ça sur son ordi, mais dans sa tête, en tout cas, j'ai l'impression qu'il se dit,
il y a un système de célébration et de reconnaissance pour chaque personne chez Albus. Mais avant de trouver si telle personne, elle aime bien une sorte de victoire en collectif, ou alors un petit mot détour d'un couloir, ou alors un moment un peu solennel, en fait, le seul moyen pour le savoir, c'est de tester des trucs et après d'ajuster le curseur un peu plus fort, un peu moins fort en fonction de chaque personne. Ouais, t'es obligé. Et tu peux pas complètement t'adapter à tes... Donc d'abord, tu peux pas t'adapter à ton équipe si t'as pas essayé. Parce qu'il faut bien faire une proposition pour avoir un feedback et voir comment ça marche. Et puis même, tu peux pas complètement t'adapter. C'est-à-dire que quand tu as une équipe de plusieurs personnes, tu peux pas complètement être bon pour tout le monde. Et puis même dans la relation avec quelqu'un, il y a des gens qui ont soit une exigence vis-à-vis d'eux, ou au contraire peu d'exigence vis-à-vis d'eux, qui fait que tu ne peux pas, presque c'est impossible pour toi d'aller émotionnellement là où les gens t'attendent. Et je trouve que dans ces cas-là, le pire, c'est de pas faire. Je préfère dire, écoute, voilà, je te donne un feedback positif. Oh, mais quand même, j'ai trouvé que c'était pas très bien. Ouais, je sais, mais en fait, il faut quand même que je te dise que moi, j'ai trouvé ça bien. Il faut pas renoncer même quand ça marche pas trop, en fait. C'est ça que je veux dire, c'est que je trouve que le feedback positif, c'est quand même quelque chose qui marche comme je crois que tu le disais un peu plus tôt, dans la durée, et qui va infuser dans la relation entre deux personnes. Et quand ça marche pas trop, quand c'est cata, faut changer de méthode, mais quand ça marche pas trop, faut quand même le faire et il faut refaire. Oui, il faut faire peut-être un peu différemment, quoi, mais en tout cas, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut tester, quoi. En tout cas, moi, ma technique, c'est ça, et si tu me dis, oh, mais non, moi, j'ai trouvé que c'était pas bien ce que j'ai fait, moi, j'ai trouvé ça bien, je suis désolé, je vais pas changer d'avis, en fait. Oui, non, mais du coup, c'est marrant que tu dis ça, parce que ça me fait penser à un échange qu'on avait tous les deux avant les vacances de Noël, où on a eu une journée interne qui était un peu douloureuse pour moi, mes collègues s'en souviendront. Et là, pour le coup, pour moi, il y avait rien à célébrer, clairement. Et en fait, toi, je sais pas par quel tour de magie, mais t'as réussi à me parler de cette journée en me le présentant comme un défi pour la suite. Et du coup, t'as réussi alors là, pour le coup, pas à célébrer ce qui s'était passé, mais à rendre enthousiaste le fait que je m'étais complètement plantée dans cette journée en faisant un sujet de progression pour moi, mais dans le futur. Donc en fait, du coup, presque, c'est un peu extrême comme idée, mais j'ai envie de dire, mais presque parfois quand il y a des échecs, en fait, on peut célébrer les échecs. Tu peux quand même vraiment, si tu le fais correctement, en faire un sujet futur de célébration, quoi. Bien sûr, on peut tout à fait le faire. C'est même conseillé, les gens ils prennent du plaisir dans les difficultés qu'ils surmontent et la valeur des victoires dépend de la difficulté à les obtenir. Donc c'est conseillé il est clair que l'humain a besoin de difficultés pour valoriser ses propres succès. Donc quand quelqu'un a une difficulté, c'est souvent, c'est pas qu'un bon mot, mais c'est souvent une opportunité d'apprendre quelque chose. Bon. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais par contre, ce rapport-là que tu peux avoir, il ne marche que si tu as fait les efforts, c'est même pas que des efforts, mais enfin, tu as eu la régularité dans tes célébrations. Parce que sinon, ad hoc, avec rien avant, rien après, là, c'est une giga pirouette complètement à côté de la plaque. Donc le truc, c'est que pourquoi ça peut fonctionner à ce moment-là, mais c'est que émotionnellement, t'en as besoin. Donc, tu es prête à entendre ça, mais aussi que on a eu des discussions avant sur lesquelles on peut s'appuyer. Et que quand je te dis c'est une opportunité pour la suite, c'est juste que la suite, on l'avait définie ensemble. Et que donc, je suis pas en train de te définir une suite au moment où émotionnellement, t'es pas prête à le recevoir. T'es pas prête à définir une suite. Par contre, sur une suite qui a déjà été définie, dont tu as admis le principe, je peux te la ramener en disant, tu te rappelles, on avait fait ça, et voilà. Mais ça veut dire que j'ai été régulier. Et ça veut dire que nous avons été avant. Voilà. Et que nous avons été réguliers dans le rapport de coaching et donc de célébration. C'est pour ça que moi, j'ai dit souvent, si vous avez un doute, faites-le. Tu vois, si vous avez un doute sur est-ce que je dois célébrer, oui. Dans le doute, célébrez toujours. Quand vraiment vous savez qu'il faut pas le faire, n'y allez pas. Mais quand vous avez un doute, faites-le. Comme ça, vous aurez plus d'occurrences. Et plus on a d'occurrences, plus on est capable d'ajuster notre petit curseur dont on parlait tout au début. Plus on est capable aussi de célébrer des choses un peu anti-naturelles ou un peu contre-intuitives, parce qu'on a un historique qui nous permet de faire ça. Donc, pour moi, c'est vraiment ça le truc de la célébration. C'est plus c'est une habitude, plus c'est rare, plus c'est dur. Magnifique mot de la fin, Patrick. Je pense que on a évoqué plein de situations qu'on avait en tête. C'est dit plein de choses. Si on devait en retenir qu'une seule, ça serait c'est une question de curseur, mais du coup pour le trouver, il faut tester. Je pense qu'on peut s'arrêter sur cette conclusion. Si vous avez d'autres idées, si vous avez testé des trucs qui n'ont pas fonctionné, on serait ravis d'en parler avec vous, d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires et on se retrouve pour une prochaine table ronde. Carrément. À bientôt, Carline. Salut. Salut à tous.